Corps à corps à corps. C'est donc 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous forme de bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout cette peine d'inéligibilité de 5 ans à exécution immédiate. C'est ça qui a été donc c'est à ça que Marine Le Pen a été condamnée hier dans le cadre de ce procès des assistants parlementaires. Marine Le Pen, donc, qui était dimanche encore donnée en tête des intentions de vote pour 2027 dans un sondage IFOP pour le JDD, elle était entre 33 et 37%, ne pourra pas se présenter aux prochaines élections présidentielles, et ce malgré l'appel qui a été annoncé dans la soirée même par son avocat. Je vous propose d'écouter un extrait de Marine Le Pen qui réagissait, je vais y arriver, sur TF1 hier à 20h. Et moi, je ne suis pas prête à me soumettre à un déni de démocratie aussi facilement. Voilà, il ne faut pas s'habituer à ça. Vous savez, je pense que le général de Gaulle, qui est quand même le père de la Constitution, disait que la Cour suprême, c'est le peuple. La Cour suprême, c'est le peuple. Il a mis aussi en place le Conseil constitutionnel. Aucun juge ne peut décider d'interférer dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle, de surcroît en violant l'état de droit, c'est-à-dire en rendant exécutoire une décision qui normalement devrait être suspendue par un appel. Alors, on va en parler dans quelques instants avec Guilain Benessa et Régis de Castelnau. Mais avant, il me faut beaucoup de pouces, car nous sommes extrêmement nombreux ce matin, mais nous n'avons que très peu de pouces. Et vous savez que nous dépendons uniquement de votre aide pour ces algorithmes qui ne nous aiment pas particulièrement. Allez, tout de suite, Guilain Benessa, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, ou encore On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, co-écrit avec Guillaume Bigot et toujours aux éditions L'Artilleur. Nous sommes également avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la place de jeudi, mais on vous reprend encore jeudi si vous le voulez bien. Jeudi, oui. Avocat, c'est ça exactement. Avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. On va commencer peut-être par Guilain Benessa si vous le voulez bien pour interpréter cette décision. En effet, qui a l'air d'être une justice, de donner un air de justice politique, en tout cas, Guilain Benessa. Oula, Clémence, on peut directement laisser tomber de l'air de justice politique. Non, mais en fait, je vais caricaturer, on rentrera dans le détail. Il n'y a rien qui va dans la décision d'hier. Il n'y a rien qui va a priori, et en fait, il y a tout qui va lorsqu'on y réfléchit. Pourquoi ? Parce que j'entendais une petite musique monter depuis quelques jours, selon laquelle les gens s'imaginaient, nombreux commentateurs, peut-être au RN, mais pas qu'au RN, s'imaginaient que le juge allait prendre une autre position, d'autant plus que le Conseil constitutionnel était intervenu sur un sujet, on va dire, parallèle vendredi dernier, et qu'il y aurait une fumée blanche d'une autre teneur qui tomberait hier, parce que, vous vous rendez compte, ils ne peuvent quand même pas couper de la présidentielle une candidate telle que Marine Le Pen, vous le disiez à l'instant Clémence, nantie de, je crois, 37% dans les sondages cette semaine. En réalité, ce qui s'est passé hier, et c'est la réaction qui m'est venue, je vous avoue, c'est que c'était tristement logique, puisque que ce soit pour des raisons politiques, mais pour aussi des rapports de classe, pour une certaine idéologie qui gouverne, on va dire, l'état de droit depuis longtemps, muet en gouvernement des juges. Pour tout un tas de raisons, il y a là la perspective de couper de la présidence Marine Le Pen et quelque part de rendre effectifs les menaces qui planent sur la démocratie européenne et française depuis longtemps. Sans vouloir, vous savez, le problème c'est que, c'est la remarque fondamentale, je pense, pour que les gens comprennent absolument ce qui se produit, c'est qu'on a l'impression, à écouter les spécialistes, que vous savez que la justice serait aveugle, qu'elle rendrait une décision, que le juge serait hors la société, que le juge serait une sorte d'arbitre neutre et impartial, et toutes ces, je ne dis pas des balivernes, c'est des principes de justice, mais tous ces principes empêchent de voir que derrière les jugements qui sont rendus, il y a des hommes comme vous et moi, il y a des greffiers, qui travaillent à cela. Il y a des rédacteurs qui sont pris dans le moule actuel de la société, des conflits, des tensions qui aujourd'hui animent la démocratie française. Et ces tensions planent depuis longtemps, ont permis successivement d'éliminer François Fillon de la course à la présidentielle en 2017, en tout cas de le saborder. En 2022, de mettre en place une présidentielle qui était en réalité un folklore de présidentielle, eu égard à la situation en Ukraine et à la guerre qui avait démarré. Et désormais, la candidate
Nanty, 37%, qui était la favorite, se voit couper avant même l'élection. À la limite, j'ai envie de dire, c'est tristement cohérent puisque c'est l'aboutissement et c'est la poursuite d'un processus à la mode, j'ai envie de dire, en Europe depuis quelque temps. Le cas roumain récemment aurait dû aussi nous alerter. Tout ça converge vers un état de droit qui est devenu un gouvernement des juges et qui, heureusement, quelque part depuis hier, ne se cache même plus. Oui. Au moins, ils sont clairement sortis du bois. On a là une décision un peu de principe, j'ai envie de dire. On sait qui veut quoi, comment ça marche, et ce qu'il faut désormais faire pour tenter de remettre le bateau en marche un minimum. Oui, ça, c'est vrai qu'il y a ce côté révélateur, dont je pense qu'on aura le temps d'y revenir, qui peut être la partie intéressante à retenir de cette affaire. Régis de Castelnau, pardonnez-moi, mais Alors, nous avons Bruno Gollnisch qui est arrivé. Et je sais qu'il a un temps limité, donc si vous voulez bien, on va le prendre d'abord à l'antenne. Bruno Gollnisch, bonjour. On va le récupérer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, on vous entend très bien. Je rappelle que vous êtes ancien Est-ce que député. vous me voyez? On vous voit, on vous entend parfaitement. Je vous présente à l'antenne, ancien député à l'Assemblée nationale, Parlement et au Parlement européen, doyen de faculté honoraire, membre du Conseil national du Rassemblement national, ancien vice-président du Front national, et condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, 1 sous bracelet électronique, 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Comment vous réagissez, Bruno Gollnisch, à ces condamnations? Ben, je suis parfaitement indigné. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? C'est un jugement qui copie pratiquement les réquisitions du parquet et qui, à mon avis, enfreint toutes les règles de droit. Le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, parce qu'à mon avis, les juges n'ont rien à faire dans l'activité des assistants parlementaires, dans la mesure où, comme l'ont écrit les plus notables spécialistes de droit constitutionnel de notre pays, s'ils se mêlent de l'activité des assistants parlementaires, ils se mêlent nécessairement de l'activité des députés, et ça, c'est contraire à la séparation des pouvoirs. Hein. Qu'aurait-on dit si, à l'occasion d'une affaire judiciaire un peu scandaleuse, en tant que député, j'étais allé voir les magistrats qui avaient pris cette décision et je leur dis, écoutez, expliquez-moi, rendez-moi compte des relations avec vos assesseurs, avec votre greffier, etc. Pourquoi est-ce qu'on a oublié de mettre le tampon et libérer ainsi un dangereux criminel? On m'aurait dit, monsieur le député, mêlez-vous de vos affaires. Voilà, vous n'avez pas à enquêter à titre dans l'exercice de votre fonction naturelle sur ce que font les juges. Eh bien, ça vaut dans les deux sens, ça. Et puis, il n'y a pas que ce principe-là. On a violé le principe de la prescription. On est remonté jusqu'à 15 ans, pratiquement, Oui. pour faire la somme. Parce que le préjudice invoqué, c'est la somme des charges sociales et des salaires versés à nos courageux assistants qui ont travaillé, qui ont très bien travaillé, qui ont travaillé bien sûr avec notre formation politique, ce que nous n'avions jamais caché. Bon, et on fait la somme de tout ça, on dit voilà ce qu'ils ont volé. On ne cherche même pas à savoir si quand même ces assistants, un tant soit peu, ont travaillé avec le député. Je dirais que ça viole aussi le principe fondamental de la légalité des peines et des délits, parce qu'il n'y a aucun texte de nature véritablement législative qui nous soit opposable. Je dirais au contraire, tenez, j'ai apporté là un document qui est édité par l'administration du Parlement européen sur les droits financiers et sociaux des députés. Et voilà ce qu'on dit des assistants locaux. Il y a 2 catégories d'assistants. Il y a les accrédités qui doivent résider à Bruxelles et à Strasbourg, et il y a les locaux. Moi, je suis poursuivi en raison de l'activité de 3 assistants locaux. Voilà ce que dit, page 84, question numéro 24, où travaillent que sont les assistants locaux employés? Voilà, les assistants locaux employés, si après les employés locaux travaillent dans l'État membre d'élection, ils ne peuvent être affectés dans les locaux du Parlement où ils ne peuvent travailler que lors de courtes visites. Autrement dit, nous avons là une catégorie d'assistants qui, selon la réglementation du Parlement européen, ne doivent pas mettre les pieds à Strasbourg et à Bruxelles. Et on vous reproche... Par conséquent, ils ne peuvent pas participer aux travaux des commissions,
Ils ne peuvent pas assister aux réunions par lesquelles le groupe politique décide de ce qu'il va faire sur tel ou tel dossier. Ils ne peuvent pas assister au vote. Et en conséquence, ils ne peuvent pas participer au travail législatif. Et dans ces conditions, que voulez-vous leur faire d'autre que de participer à l'activité politique de leurs députés? Et la politique, c'est un sport collectif, comme j'ai eu l'occasion de le dire au tribunal, sans que ça les émeuve beaucoup d'ailleurs. Et à partir du moment où nous sommes plusieurs à travailler avec le même assistant ou à travailler ensemble, on dit « Ah, c'est affreux, c'est le parti ». Oui, alors on va peut-être pas refaire le procès, mais ce qui est sûr, c'est que moi je voulais vous poser une dernière question, Bruno Gollnisch, c'est est-ce que malgré tout, vous vous y attendiez, et aussi si vous voulez bien réagir au fait qu'il y ait peut-être 2 poids 2 mesures. On revient sur l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Visiblement, ceux-là n'ont pas beaucoup retenu l'attention aux côtés de ceux du RN. Ah ben, il y a le MoDem, il y a LFI qui fait l'objet d'une procédure depuis 7 ans. Et moi, je dois dire que je n'ai pas été indigné par la fameuse phrase « La République, c'est moi » de M. Mélenchon, adressée à un membre du parquet qui perquisitionnait, hors sa présence, en excipant d'une loi antiterroriste, qui perquisitionnait les locaux de son parti politique. Oui. Bon. Mais je remarque que pour LFI, ça traîne. Pour le MoDem, les sanctions ont été plus légères et surtout, M. Bayrou a été innocenté. Mais à mon avis, ses collègues ne devaient pas être condamnés. Ils devaient être relaxés. Mais à partir du moment où ils sont condamnés, c'est vrai qu'il est étrange que M. Bayrou, qui était le patron du groupe et du parti, qui était lui-même député européen, parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il ait su ce qui se passait. Ça, c'est une plaisanterie. Bon, et donc, il a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais encore une fois, votre précédent intervenant, c'était Maître de Castelnau, je crois. Régis de Castelnau n'est pas encore intervenu, mais ça ne va pas tarder. Pas encore, pardon. C'était Guilain Benessa. Votre précédent intervenant a parfaitement décrit la situation. C'est un gouvernement des juges. Il y a une hubris qui s'est emparée du pouvoir judiciaire. Oui. Il y a évidemment toute la politisation du syndicat de la magistrature qui recueille, je vous le rappelle, quand même 1/3 des suffrages aux élections professionnelles, mais indépendamment de ça, il y a, je crois, une volonté de puissance. C'est assez exaltant pour des magistrats encore jeunes, pas forcément au sommet de leur carrière, etc., pour parler vulgairement, de se faire les politiques. Voilà. On a la condamnation. Votre précédent intervenant a dit très juste. C'était M. Benessa, alors. Est-ce que Benessa, Benessa, pardon. A dit très justement que il y a là une volonté de puissance, en quelque sorte, qui s'exerce, oui. et que, notamment, les juges ont fait l'élection en inculpant dans des délais extraordinairement rapides François Fillon, ce qui l'a mis dans une position impossible, alors que sans cette affaire assez mineur, il aurait été certainement élu. Et maintenant, ils prétendent faire l'élection présidentielle, enfin empêcher les Français de voter pour une candidate qui est favorite dans tous les sondages. C'est à rapprocher, d'ailleurs, il y a une cohérence dans tout ça, parce que l'initiative vient de la majorité de l'Union européenne, enfin de nos adversaires, je dirais même, avec le comportement de nos ennemis. Et c'est à rapprocher de ce qui se passe en Roumanie, qui est un scandale absolu qui n'a pas retenu l'attention. Alors, il l'a retenu sur Toxin. Je vous remercie, Bruno Gollnisch. Merci beaucoup d'être intervenu chez nous. Et justement, on va parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en Roumanie, de ce gouvernement des juges. Vraiment, on va essayer de prendre un paysage plus large, un peu de recul sur ce qui se passe et comprendre réellement les enjeux. Régis de Castelnau, je me tourne vers vous. J'imagine que, évidemment, vous êtes d'accord sur cette définition de justice politique, puisque c'est le titre de votre livre, et de gouvernement des juges. Ça fait quelques années que je rame sur cette question. Bon. Eh bien, écoutez, je vais partir de la Roumanie. On dit, Bruno Gollnisch vient de dire, c'est comme ce qui s'est passé en Roumanie. Non. Il y a une grosse différence
avec la Roumanie. En Roumanie, il y a un président, un candidat qui est sorti tout d'un coup d'un processus électoral qu'on n'attendait pas. Et ce candidat gênait l'Union européenne, gênait la France, gênait aussi les États-Unis parce qu'il y a une base militaire en construction en Roumanie. Alors on est venu voir les juges suprêmes roumains en leur disant non, vous pouvez pas, hein, il faut interrompre le processus. Alors ils se sont autosaisis, ce qui est une monstruosité juridique, et ils ont annulé le processus et empêché cette personne d'être élue. En France, c'est pas nécessaire de leur demander. Ils le font spontanément. L'appareil judiciaire est devenu un pouvoir politique dans ce pays. Et ce qui s'est passé hier, c'est, je vais dire, allez, la dernière, le dernier clou dans le cercueil de la démocratie représentative française, où l'appareil judiciaire vient de nous dire c'est nous qui commandons. C'est nous qui décidons qui peut être président de la République et qui ne peut pas l'être. Il l'avait déjà fait, bien évidemment, avec François Fillon. Et puis, si vous voulez, cet appareil judiciaire qui soutient Emmanuel Macron, faut pas se raconter d'histoire. Hein, sur des bases politiques, il y a une sociologie politique très spécifique concernant la magistrature, et celle-ci a pris son autonomie et elle est devenue un pouvoir politique. Alors, elle a fait élire Macron, elle le protège, parce que Bruno Gollnisch parle de Bayrou qui n'a pas été condamné. Ben voyons. Donc elle protège Emmanuel Macron et le gang qui l'entoure. Elle massacre ses opposants, soit par voie judiciaire, ceux qui peuvent le mettre en difficulté, soit les mouvements sociaux, on se rappelle de ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a une aversion pour les couches populaires. Cet appareil judiciaire, aujourd'hui, constitué en pouvoir, vient d'envoyer un message très clair à la nation hier. Très clair, nous sommes les patrons, hein, et c'est nous qui décidons qui peut être candidat ou pas. Alors, pour ça, Refaire l'a dit, ils ont bénéficié d'une lâcheté insigne du monde politique, parce que cette histoire d'exécution provisoire d'une peine, ce que je trouve contraire au principe de la présomption d'innocence, qui a été d'ailleurs validé par le Conseil constitutionnel pas plus tard que la semaine dernière, une nouvelle fois, ce sont les élus qui l'ont voté. C'est-à-dire que la classe politique passe son temps à faire adopter des mesures, qui ensuite lui retombent dessus et elle se met à ce moment-là à pleurer. Bon, donc mais c'est classique, ça fait très longtemps que ça dure, pour essayer de montrer que eux au moins lavent plus blanc, mais que nécessairement ça va tomber sur le voisin. Ben non. Hein, et d'ailleurs, je crois que Jean-Luc Mélenchon l'a compris déjà depuis un moment, parce que lui, il a été victime de cette instrumentalisation de la justice à des fins politiques, avec les fameuses 17 perquisitions. Et puis là, comme par hasard, Libération nous sort, il y a un rapport du Parlement européen qui, etc. Il est le prochain sur la liste. C'est évident. C'est à l'évidence. Donc, le problème fondamental, il est qu'on a, et Guilain a raison, le pouvoir des juges, mais le problème, c'est que moi, quand j'entends sur Europe 1 un avocat qui dit « mais pas tous les magistrats » ou même Collard qui vient dire « si c'est un bloc, le laxisme, l'acharnement sur Nicolas Sarkozy, le refus de s'occuper du fonds Marianne, de McKinsey, de Colère, ça procède de la même démarche. Ce sont les faces de la même pièce. Donc aujourd'hui, on est confronté, et je pense que c'est un événement très très important qui vient de se produire. Au plan international, tout le monde est sidéré. C'est-à-dire que la justice, en violant, en plus, je vais parler 2 secondes du fond de l'affaire. Oui. En violant la décision du Conseil constitutionnel de la semaine dernière, qui a dit, pour valider la démission d'office d'un élu mahorais condamné par lui aussi à l'inéligibilité exécutoire, à dire oui, mais la décision du juge doit être spécialement motivée. Il faut qu'on ne met pas les mandats en cours, ce ne sera pas le cas en ce qui concerne le mandat de député de Marine Le Pen, parce que le Conseil constitutionnel refuse sur ce point de prononcer les démissions d'office, mais le Conseil constitutionnel a ajouté il faut faire attention à ne pas mettre en cause la liberté de l'électeur, la liberté de l'électeur. Or, qu'est-ce qui vient de se passer ?
Qu'est-ce qui vient de se passer, hein? Une juridiction composée d'une présidente qui est devenue magistrate par référence parce que Eva Joly, qui était une imposture judiciaire que tout le monde connaissait, qui s'est ridiculisée d'ailleurs parce qu'elle a voulu être candidate à l'élection présidentielle, était son idole, ce qui est quand même très révélateur. Non, je crois qu'on est dans une situation très grave. Je ne sais pas si l'événement d'hier, qui est une forme je veux dire, c'est la dernière pierre du coup d'État, va provoquer des réactions. Enfin, les politiques, enfin, la classe politique va prendre conscience qu'il est temps de mettre fin à cette dérive et à cette situation institutionnelle. Aujourd'hui, ce sont les magistrats qui ont un pouvoir politique leur permettant de fausser complètement le processus électoral et de s'attribuer à eux la compétence de savoir qui va gouverner. Le choix d'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, parce que c'est un choix qu'ils ont fait, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le fait de liquider François Fillon, comme ils l'ont fait, et c'est là où je pense qu'en ce qui concerne le fond de cette affaire, il y a une remarque à faire, c'est-à-dire que rien ne va dans cette procédure qui a frappé le Rassemblement national hier. Rien ne va. Il y a je prends juste un exemple, mais le détournement de fonds publics, l'article 432-15 du Code pénal ne prévoit pas qu'on puisse poursuivre les parlementaires sur ce point. Comme par hasard, la Cour de cassation a mis en place une jurisprudence que plus personne ne discute aujourd'hui, qui permet de poursuivre, en violation de la séparation des pouvoirs, de poursuivre les parlementaires et de leur demander des comptes sur la façon dont ils organisent leur travail politique, ce qui est absolument monstrueux. Parce qu'il ne faut pas se tromper, quand je citais la présidente de la juridiction d'hier, elle est soutenue par l'ensemble du corps. Lorsqu'il y a eu l'affaire Fillon, il ne faut pas oublier ça, et j'en termine, lorsqu'il y a eu l'affaire Fillon et que tout le monde a bien vu ce qui se passait, le caractère fulgurant de la procédure, il y a eu un communiqué commun du premier président de la Cour de cassation et du procureur général auprès de la Cour de cassation qui ont dit tout ça c'est formidable, arrêtez. Et d'ailleurs, j'ai noté hier que le Conseil supérieur de la magistrature a pondu un communiqué menaçant, en disant, voilà, arrêtez de critiquer cette décision, sinon ce seront des poursuites pénales. Parce que je veux dire, cette critique est de nature à déconsidérer la décision. Non, la situation, elle est grave au plan des principes, au plan du fonctionnement démocratique d'une démocratie comme devrait l'être notre malheureuse République. Si on ne réagit pas maintenant, je pense que là, il y aura un précédent et que la messe est dite. Alors, on va aller sur les conséquences, évidemment, de cette décision. Et comme l'a dit tout à l'heure Guilain Benessa, j'aimerais lui redonner la parole là-dessus. Finalement, les choses sont claires désormais, mais qu'est-ce que ça va provoquer dans l'opinion populaire, dans la confiance dans le vote, etc. Mais avant, nous avons Jérôme Sainte-Marie qui nous rejoint, sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox, mais également chargé de superviser l'école des cadres du Rassemblement national et Campus Herrera, également d'ailleurs ancien candidat pour les législatives avec l'étiquette du Rassemblement national. Jérôme Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous sommes très heureux de vous entendre ce matin dans ce contexte très particulier. Comment vous réagissez à cette décision de justice? Donc, d'abord, je salue M. Gollnisch, à qui je rappelle que c'est avec lui que pour la première fois, j'avais fait une émission de télévision. C'était à Télé Lyon Métropole. Ah oui. 1995, je crois. Voilà. Donc, les journalistes de Lyon Métropole ont fait carrière. Hein, oui, oui. Absolument, absolument. C'était ce jeune homme qui était devenu un animateur ensuite, c'est fameux. Ensuite, alors, du coup, j'ai oublié votre question. Donc sur. Non, mais comment vous réagissez, tout simplement, oui. Je préfère rappeler les bons souvenirs avec M. Gollnisch plutôt que de vous donner ma réaction, tout simplement parce que j'ai été hier, et je suis toujours à la fois bouleversé par cette annonce qui me paraît, ce jugement qui me paraît littéralement inconcevable, même si j'avais été prévenu par les travaux, notamment de Guilain Benessa et de Régine Castelnau sur le fonctionnement actuel
de la justice et ses liens avec la politique. Donc, à la fois, je t'ai effondré sans être totalement surpris. Et désormais, si vous voulez, après, je suis très déterminé à essayer de faire tout ce que l'on peut faire pour mener le combat politique. Si vous voulez, je considère que là, on est face à un délit de démocratie, à une véritable agression politique. Ça a peut-être été évoqué par vous. Vous avez vu les considérants sur l'Union européenne. Par exemple, à un moment donné, vous avez un passage inconcevable dans le jugement où on explique que le parti est cynique dans son approche de l'Union européenne, etc. Enfin bref, c'est la motivation politique du jugement ne fait aucun doute. C'est même quasiment proclamé. Et donc, je pense que la seule riposte possible est une riposte politique. Alors, il est un peu tard, mais je pense qu'on va essayer de le faire. Mais comment vous faites une riposte politique si à chaque fois que vous avez des candidats, ils sont éliminés par les juges? C'est pas à chaque fois, faut pas exagérer. Mais je pense que, comment dirais-je, euh, je pense qu'il faut une mise en cause en réalité politique de la magistrature et du fonctionnement de la justice en France. C'est quelque chose qui doit être fait parce que de toute façon, on va subir indéfiniment ce genre d'agression. Donc, ça aurait pu être fait, à mon avis, plus tôt, mais là, il faut comment dirais-je, face à une agression politique, il faut avoir une riposte qui soit à la hauteur Ouais. et de la nature de l'agression que nous subissons. Donc, je pense que oui, il faudra. Alors, je ne sais pas quelle forme exactement ça peut prendre. On y réfléchit parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus rentrer tomber dans tous les pièges qui nous sont tendus. Mais je pense qu'effectivement, là, la question de la possibilité de faire de la politique en France est clairement posée. Oui, c'est Alors, donc la question que je Clément, posais. Alors, pardon, non, je vais donner la parole à Guy Labédessa parce qu'en plus, sur ses considérants sur l'Union européenne et la motivation politique du jugement, je l'attendais là-dessus. Guy Labédessa, si vous voulez bien réagir, et ensuite on continue le tour. Alors, justement, ce que dit Jérôme Sainte-Marie est très juste. En fait, on en discute tous les quatre depuis tout à l'heure. L'erreur, je ne dis pas que c'est une erreur, mais c'est parcellaire. L'erreur est de considérer que la magistrature serait une armée de juges rouges chargés d'éliminer le RN. Je ne dis pas par là que les magistrats adorent le RN. Très honnêtement, les bras m'en tomberaient si je l'apprenais. Mais la question est beaucoup plus insidieuse et Jérôme Sainte-Marie a raison. Elle se love dans cette question principielle. C'est que ce qui s'est passé hier n'est pas le résultat, pour moi, d'une politisation de la justice. On a appris effectivement que Bénédicte de Pertuis, manifestement la présidente de juridiction, était une aficionado d'Eva Joly qui lui a donné envie de rentrer dans la magistrature. Ouais. C'était son sorte de mentor, de guide qu'elle a découvert à la télé. Mais c'est pas le fond du débat n'est pas qu'Eva Joly était de gauche ou pas de gauche. Le fond du débat n'est pas là. Le fond du débat, je m'explique, Clémence, je fais juste une synthèse. Le fond du débat, c'est que Eva Joly était une personne qui souhaitait, quand elle était candidate à la présidence de la République, souhaitait, je ne sais pas si vous vous rappelez, annuler le 14 juillet. Elle souhaitait qu'il n'y ait plus de 14 juillet, parce que le 14 juillet devait devenir un défilé, non pas de militaires, mais une sorte de grande parade. Philippe Muret dirait aujourd'hui, vous savez, une love parade, ou on trouverait une gay pride, ou quelque chose comme ça, qui remplacerait une sorte de 14 juillet. Pourquoi je dis cela, par-delà la petite blague? Parce que ça veut dire que la haine à l'égard du politique, la haine à l'égard du régalien, la haine à l'égard de ce qui fait théoriquement état et démocratie, de l'autorité générale, on va dire, de ce qui s'appelle la politique, et la ligne de démarcation et la marotte, je veux dire, le fil rouge de la magistrature depuis longtemps, sous couvert d'une notion à la mode qui est l'état de droit. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va couper la tête, aujourd'hui à Marine Le Pen, demain à Jean-Luc Mélenchon peut-être, après-demain à un remplaçant putatif, à chaque fois on ne dira « circuler, il n'y a rien à voir, l'état de droit fait le travail ». Et au fond, l'état de droit qui fait le travail n'a, plus rien à voir, on en a déjà parlé Clémence avec vous, n'a strictement rien à voir avec ce que signifiait vraiment l'état de droit. Je passe quand même depuis 5 ans mon temps à écrire là-dessus, je sais de quoi je parle sur cette question, parce qu'en fait l'état de droit a été remplacé par hier le gouvernement des juges, et aujourd'hui le bon vouloir des juges. Parce que c'est même plus vraiment un gouvernement calibré. Je ne pense pas, vous savez, je pense que c'est une... Je vais être clair, je pense qu'évidemment les téléphones ont chauffé durant le week-end, voire la semaine dernière, pour savoir comment rendre cette décision, c'est une évidence. Mais par-delà les téléphones qui chauffent, je pense qu'il y a un impératif qui a été stomatisé par tous ces juges, c'est que la politique fait mal, nous faisons mieux.
c'est que les politiques mentent, nous allons les traduire en justice. C'est que la politique ne peut rien faire parce que de toute façon, le contrôleur de la politique, le censeur qui s'appelle le magistrat, vaut mieux que des espèces de d'histrions qui se débattent sur la scène de la représentation nationale pour faire quelque chose. Et ce remplacement-là, c'est le vrai remplacement que nous vivons, c'est le remplacement du politique par son contrôleur. Le juge n'est plus une autorité, c'est un contrôleur en chef. Il l'a tellement somatisé qu'il s'appelle aujourd'hui j'ai oublié, Bénédicte de Pertuis, ou Richard Ferrand, ou Aurélie Bretonneau, qui est la secrétaire générale du Conseil constitutionnel choisie par Richard Ferrand, qui est une femme qui, à mon avis, n'aime pas beaucoup le Front National ou le Rassemblement National. Je pense qu'il y a là une constellation de points. Et alors, Jérôme Sainte-Marie a raison. Soit il y a une position de principe contre l'arsenal fait pour abattre le politique, soit à chaque fois, et je le dis depuis des mois, Clémence, avec vous, vous allez au RN ou ailleurs, vous allez vous heurter contre des portes qui vont successivement se fermer et le mur petit à petit va vous rejeter globalement. Parce qu'on ne pourra pas jouer longtemps ce petit jeu à trouver une espèce d'issue de secours qui de toute façon n'existe. On va faire semblant de faire subsister des issues de secours pour mieux les fermer les unes après les autres. Soit on conteste le global, c'est-à-dire cette espèce d'idéologie de l'état de droit qui est devenue une tyrannie des juges, soit petit à petit la démocratie va définitivement s'arrêter, même en termes de rituel. Ce sera même plus un rituel, ce sera une mascarade en réalité qui petit à petit va se poursuivre dans cette situation, dans cette configuration. Oui, mais finalement, ce que vous dites, c'est que le RN aujourd'hui ne peut plus jouer le jeu de continuer à tenter les prochaines élections, de faire entendre leur message, etc. Alors que, si j'ai bien compris, Jérôme Sainte-Marie disait il va falloir qu'on réussisse, nous, à percer, à se faire entendre. Et là, vous dites, il faut pas, en tout cas, on ne peut pas continuer avec les mêmes règles du jeu, c'est ce que vous dites. Alors, vous savez, Marine Le Pen a quand même un avantage fondamental, même dans cette période. Je parle sous le contrôle de Jérôme Sainte-Marie. Là, je ne veux pas faire la stratégie du RN à sa place, mais Marine Le Pen a un vrai avantage. Elle est fondamentalement suivie par la classe populaire française. Fondamentalement. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais j'ai lu le dernier bouquin de Jérôme Fourquet sur la question, Oui. vous savez, et Jérôme Fourquet, il est même assez prenant, je veux dire, lorsqu'il parle de cette autorité naturelle de Marine Le Pen. Donc, je pense que cette autorité-là doit permettre de trouver une issue. C'est-à-dire que les gens comprennent, que ce soit caricatural ou pas, parce que même ma position est un peu caricaturale. Mais de façon caricaturale, les gens comprennent, à mon avis, qu'hier, le peuple a voulu, les élites disent non. Que la classe populaire a un candidat à 37% dans les sondages et que 3 juges inconnus disent « Ah non, mais ça ne va pas se passer comme ça ». D'autant plus que la répétition, depuis 2017, avec la Roumanie en fond, la question de l'Union européenne et la confiscation du pouvoir, il y a quelque chose comme les planètes s'alignent, et les planètes s'alignent pour faire taire ceux qui prétendent, bon gré mal gré, le faire au nom du peuple. Oui. Alors, je ne sais pas si Jérôme Sainte-Marie, vous souhaitez réagir? Oui, très rapidement. Alors, d'une part, moi, je m'exprime à titre personnel ici, mais les choses sont malheureusement un peu plus compliquées que ce que dit Guy Benessa, parce que j'ai été frappé par, alors, vous savez, moi, je suis quand même sondeur de profession, et les 2 sondages qui sont parus hier sont à prendre à considération. Un sondage Oui. Elab, un sondage Odoxa, montrant qu'une majorité de la population approuve plutôt ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on est face à une institution, la justice, qui malheureusement a le nom d'une vertu et qui donc bénéficie d'un préjugé, comment dirais-je, d'immunité dans l'opinion. Par ailleurs, on sait très bien, je passe au contrôle de Régis de Castelnau qui a beaucoup écrit là-dessus, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on reprend son expression, qu'un politique passe au tourniquet, eh bien, toutes les autres familles spirituelles, si j'ose dire, se réjouissent en disant c'est pas nous, c'est Fillon, c'est pas nous, c'est Mélenchon, c'est pas nous, c'est Le Pen. Et donc, on a comme ça à chaque fois une majorité de gens et de politiques qui se disent ah bah quand même, il a bien cherché, tout simplement parce qu'ils ont un concurrent direct qui est en train d'être éliminé, non pas par les urnes, mais par les magistrats. Et c'est ce qu'on constate dans les sondages qui sont publiés, qui ont été publiés rapidement là hier. On voit bien qu'il y a une forme de gens qui se disent bah tous ceux qui ne sont pas RN, eh ben, ils se disent, comme ça, on n'a plus de problème pour être arrivé au second tour ou pour l'emporter. Donc, on est confronté sans cesse à cette pesanteur partisane qui fait que le combat est difficile à mener et que par ailleurs, on a toujours la présomption
de s'en prendre au fameux état de droit, d'avoir des positions liberticides, alors même en affrontant ce que devient la relation magistrature et politique, on défend la liberté. Donc c'est pour ça que moi je suis à la fois, je crois qu'on n'a pas le choix que de mener ce combat politique, mais je ne prétends pas qu'il soit facile à faire. Ouais, donc Je n'ai pas dit cela, hein, Jérôme Sainte-Marie. Je n'ai pas dit que ce serait facile, hein. Au contraire. Oui. Mais vous savez, je pense que je pense aussi que juste deux remarques et je laisse mon confrère Régis prendre la parole. Juste deux remarques. Premièrement, dans le sondage aussi de fin novembre 2024, quelque chose comme ça, 65% des Français ont une vision négative de la justice, globalement, qu'ils estiment pas à la hauteur, laxiste, etc. Il y a une défiance. Et deuxièmement, je pense aussi, vous savez, que alors le on est très discutable, il faudrait affiner, mais je pense aussi qu'il y aura un respect immense d'une certaine catégorie de population. Je veux dire, il y aura aussi des sondages là-dessus, du courage qu'il faudra pour affronter la bête. Je pense quand même que là-dessus, il y a aussi un péril qui est respectable et qui peut aussi être apprécié par ceux qui suivent le RN et aussi ceux qui voient qu'à un moment, il faut bien que quelqu'un défonce avec le bélier, sinon il ne restera rien. Et je pense que si ce travail est fait, ça peut aussi susciter à terme, c'est dur, hein, c'est délicat, c'est compliqué, mais c'est clair que c'est le contraire de la dédiabolisation, c'est évident, mais qu'en même temps, si vous ne le faites pas, à mon avis, si on ne le fait pas, on risque de toute façon d'aller au casse-pipe. Voilà, ça, ce sont les deux voies qui s'ouvrent désormais au Rassemblement national. Est-ce qu'on continue, entre guillemets, de jouer le jeu, de se soumettre à ce jeu, entre guillemets, d'état de droit et démocratique avec les élections qu'on connaît et le gouvernement des juges, ou est-ce qu'on se révolte et on attaque la bête, comme vous l'avez dit, Guilain Benessa. Mais je me retourne vers Régis de Castelnau. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire depuis tout à l'heure, Régis. Oui, bien sûr. Mais alors, je vais commencer par cette idée du gouvernement des juges. Aujourd'hui, on voit bien que l'état de droit est l'outil pour les dominants et l'outil pour brider la souveraineté du peuple. C'est la démocratie sans démos. Plus ça va, plus tout ce qui relève de l'élaboration démocratique, tout ce qui relève de l'expression démocratique du peuple est bridé et on essaye de s'en débarrasser. Alors ça va très très loin avec la décision d'hier. Je dirais c'est presque une acmé quelque part, mais je crois que c'est la particularité, c'est que la justice, mais la justice en France, elle a plusieurs supports. Il y a le juge administratif, le juge constitutionnel et le juge judiciaire. Le juge judiciaire, c'est un cas un peu particulier. Oui, j'ai bien entendu ce que disait Jérôme concernant les sondages. Ça ne me surprend pas. Guilain, il y a une défiance vis-à-vis de la justice, mais elle est beaucoup plus importante vis-à-vis des politiques. Elle est beaucoup plus importante vis-à-vis des politiques. Donc, je vais dire, de ce point de vue-là, la justice dévoyée, moi je pèse mes mots, complètement dévoyée, elle joue sur le velours, parce que quand elle vient dire, et c'était la réponse que je voyais hier partout, ah mais comment Sophia Aram disant, ah bah vous voulez avoir le droit de détourner de l'argent, etc. Alors là, ça oblige à rentrer dans la complexité des éléments, mais c'est difficile, le débat est difficile. Et puis surtout, à cette occasion, on constate que l'instrumentalisation politique de la justice, faire de la justice par juge interposé, c'est un sport national. Parce que quand Jérôme dit « oui, mais les politiques sont contents, ça tombe sur le voisin », non, c'est plus que ça, ils sont contents parce qu'ils vont pouvoir s'en débarrasser. Ils font de la justice, de la politique, pardon, par juge interposé. Et ils bénéficient pour ça d'un appareil judiciaire, et là je pense à la justice judiciaire, ils bénéficient d'un appareil judiciaire qui leur est, de ce point de vue, dévoué parce il a sa sociologie, il a ses modes de recrutement, il a sa culture, il a ses modes de fonctionnement. Il ne faut pas oublier comment on devient magistrat dans ce pays. Essentiellement, eh bien, on est étudiant. Au bout de 5 ans, les étudiants les moins aventuriers passent un concours qui n'est pas très très compliqué. On les met dans une boîte
à Bordeaux, hein, une espèce de bocal dans lequel ils vivent, c'est endogamique, ils se reproduisent entre eux, hein, et puis ensuite, au bout à 26 ans, 27 ans, on leur donne un permis de juger. Donc, bon, ils sont comme sont leurs contemporains, qui devient journaliste, qui rentre dans d'autres métiers. C'est une couche sociologique particulière. Et donc, celle-ci, partage un certain nombre d'éléments politiques, idéologiques, culturels, économiques aussi, il ne faut pas oublier ça. Et donc, elle va se déterminer dans ses prises de décision sur la base de deux éléments très importants. Le premier, elle constate que c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui tient le manche. Je pense que l'expérience des Gilets jaunes, où il y a eu un massacre judiciaire, faut pas l'oublier, où il y a eu plus de 300 peines de prison ferme pour primo-délinquants, où monsieur Édouard Philippe est venu à l'Assemblée nationale en disant « Vous avez vu, il y a eu des milliers d'arrestations, ça a été féroce ». Hein, ils sont de gauche, bah tiens, c'était les couches populaires, ils les ont massacrés. Ils ont une véritable aversion pour ces couches populaires. Et moi, j'invite à lire les décisions de justice quand elles sont rendues. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ce sont des cours de morale. Des cours de morale, c'est-à-dire que ce corps particulier, dans la mission qu'on lui laisse entreprendre, qui est celle, effectivement, d'être l'outil du gouvernement des juges, il a sa propre vision des choses et il a envie d'imposer alors j'utilise le terme morale, sa morale à la société. Faut lire, j'ai eu une expérience récente avec le jugement de condamnation du regretté Patrick Buisson, c'était impressionnant. Sur le plan juridique, ça ne tenait pas debout, la fameuse affaire des sondages de l'Élysée, mais il fallait voir comment c'était rédigé. Je rappelle la fameuse affaire de cette militante du RN qui avait été condamnée pour racisme contre Taubira. Elle avait été condamnée à 9 mois de prison ferme en Guyane, ce qui était absurde, mais le jugement, c'était un tract. C'était un tract qui violait toutes les règles du droit pénal français. Eh bien, la décision a été annulée en appel. Les magistrats qui l'ont rendue, en aucun cas n'ont été inquiétés, n'ont subi la moindre procédure. On ne leur a jamais demandé des comptes. Donc mais on ne demande jamais de comptes aux magistrats. Quelquefois, si jamais ils mettent sur les réseaux leur fille de 13 ans pour des relations sexuelles, là, s'ils passent et ils sont 1 an sous bracelet électronique. Condamnés avec indulgence, non. Ouais. Là, c'est de la mauvaise foi, ce que je suis en train de faire. Okay. Oui, parce que... Pour revenir sur cette décision et justement les motivations politiques du jugement, peut-être aller un peu dans le détail et nous expliquer à nos auditeurs ces considérants du tribunal correctionnel de Paris et à quel point ils sont politiques, si vous pouvez nous expliquer ça, Régis. C'est-à-dire que c'est le cours de morale. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ça veut dire qu'ils sont cyniques, ça veut dire qu'ils sont méchants, et puis alors cette tarte à la crème, hein, ils ont, par leur atteinte à la probité, violé l'engagement qu'ils prenaient vis-à-vis du peuple, ces gens qui ne sont jamais élus par personne, qui disposent de pouvoirs colossaux du fait de leur place dans les institutions, ils donnent des cours sur la façon qu'il y aurait d'exercer un mandat politique. Donc, oui, la presse doit répercuter un certain nombre d'éléments, parce que le jugement, il n'est pas disponible. Hein. Il n'est pas disponible. Non, il n'est pas disponible. Toutes les juridictions, quand elles rendent une autre administrative, conseil constitutionnel, lorsqu'elles rendent une décision, hop, le texte est accessible. Hein, parce que la justice, elle est publique. Ah non. Chez le judiciaire, ils ont eu 4 mois pour le rédiger, mais il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Ça c'est quand même... pardon, on peut s'arrêter là-dessus 2 secondes. Ça arrive ou ça n'arrive jamais? Que ce ne soit pas disponible? Mais toujours. Pour des affaires de ce type, évidemment. Évidemment, mais bien sûr. Donc, il faut attendre... Pardon, Guélin, allez-y.
Non, mais Régis a complètement raison. Moi, hier, je rafraîchissais mes pages au fur et à mesure pour trouver la décision introuvable. Donc, on passe la journée à commenter une décision de cette nature, de cette ampleur qu'on n'arrive pas à trouver. Je sais, totalement invraisemblable qu'il n'y ait pas au moins sur cette affaire une espèce de respect de la démocratie et de laisser aux gens la perspective de consulter la décision. Mais alors là, je rebondis sur ce que disait Régis à l'instant, hein, sur les motivations et la rédaction du jugement. Il y a 2 points qui m'ont paru, alors là, je pèse mes mots, Clémence, lunaire. Lunaire, c'est-à-dire c'est lunaire, je peux rien dire de plus. Le terme est beaucoup trop faible, il faudrait que on en trouve un autre ce matin, peut-être plus adéquat. Premièrement, on nous dit que l'exécution provisoire a été retenue, eu égard qu'elle est exécutoire d'office, eu égard au risque de récidive. Au risque de récidive. Ça veut dire que Marine Le Pen, parce qu'elle a refusé de reconnaître l'infraction, et Marine Le Pen et tous les autres, peu importe, parce qu'ils ont refusé de reconnaître l'infraction, il y a donc risque de récidive qu'il recommence demain. Ça veut dire qu'à ce titre-là, parce qu'elle a nié l'existence de l'infraction ou essayé de la minorer, il y aurait risque de récidive, donc exécution provisoire. C'est délirant. Je vous avoue, n'importe quel client, que ce soit au pénal, au civil ou en administratif, tous mes clients me disent « c'est pas moi, c'est l'autre ». C'est le jeu même de la justice. Non, c'est l'exercice des droits de la défense. J'ai le droit, je suis libre de mon argumentaire. Mais exactement, Régis, c'est ce que j'allais dire, c'est d'une part, alors vous avez tout à fait raison, c'est d'une part comme ça que ça fonctionne pour des questions de principe et aussi des questions de pratique. Les deux se rejoignent. Et d'autre part, à côté de la récidive, alors là, les bras m'en tombent, c'est que si, d'aventure, c'est ce que j'ai compris de ce qui sort du jugement que nous n'avons pas, si d'aventure, une candidate comme Marine Le Pen pouvait se présenter aux élections alors que cette affaire a eu lieu, il y aurait risque de trouble à l'ordre public. Ça veut dire que ça pourrait avoir un rôle ça pourrait engager un trouble à l'occasion de l'organisation des élections présidentielles de 2027. Alors là, je veux dire, c'est pas trop mal. Ça veut dire qu'il faut réfléchir 2 secondes. Le juge judiciaire, hier, s'est inventé juge administratif, il fait de la prévention administrative pour l'organisation d'élections présidentielles dans 2 ans. Donc avec 2 ans d'avance, il se dit ça va être compliqué d'organiser les élections dans ces conditions eu égard à cette affaire. 2 ans avant. C'est totalement invraisemblable de réfléchir de cette façon-là, et c'est les 2 motivations qui, semble-t-il, justifient que la peine soit d'exécution provisoire s'agissant de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Franchement, Clémence, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est qu'on prend les Français pour des cons, et qu'après, nous aurons des discussions pendant 15 ans à se demander si oui ou non, on a le droit de remettre en cause la manière dont l'état de droit fonctionne. Sincèrement, c'est invraisemblable. Oui, on va terminer là-dessus, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais en fait, on ouvre des portes et on aura encore beaucoup à commenter, donc je vous invite à ce qu'on se retrouve une deuxième fois. Mais comme vous dites, je vais reprendre l'expression, elle n'est pas de moi, on prend les Français pour des cons. Je voudrais qu'on s'arrête en effet 2 secondes là-dessus, que si j'imagine que tous nos auditeurs sont un peu plus avertis que d'autres et donc se rendre compte de ce qui se passe. Et en effet, on a fait le lien avec ce qui s'est passé en Roumanie. Aujourd'hui, on a des élections qui ne peuvent pas se dérouler comme elles devaient se dérouler, puisque certains ont décidé que certaines personnes n'avaient pas le droit de se présenter. Et je veux dire, c'est tellement énorme que je me demande pourquoi il n'y a pas encore une révolte ou un vent de révolte, en tout cas en France, en Roumanie et ailleurs. Et est-ce que c'est ce que ça va provoquer, ou est-ce que nous sommes un peuple de moutons désormais totalement aveuglés et qui est incapable de se rendre compte? Je vais vous demander à chacun un dernier mot de conclusion. Guillaume Benessa, on va commencer par vous. Vous savez, on en parle régulièrement, c'est mon motif de tragédie, c'est que je dis tout cela et j'essaye de mener la bataille comme d'autres sur le sens des mots. C'est à mon maigre niveau ce que j'essaye de faire. Je pense qu'il y a de l'endormissement généralisé. Alors l'endormissement, il est plus ou moins violent selon les tempéraments. Je crois au tempérament des peuples personnellement. Il est plus ou moins profond pour des raisons historiques, etc. Je ne sais pas si en France, vous savez, il y a eu le réveil par le biais des Gilets jaunes. De temps en temps, on sent poindre une espèce d'étincelle. Il y a quelque chose qui démarre. Mais je suis d'accord avec vous qu'on est dans l'inconnu. Moi, je suis quand même convaincu, sincèrement. Là, c'est pas pour finir sur une note d'espoir ou de désespoir, mais je suis convaincu
que cette décision-là va avoir des répercussions extrêmement lourdes sur le regard que les Français portent sur la politique, le judiciaire, le lien entre les deux et la démocratie. Là, je pense sincèrement que là, je ne veux pas donner de leçons, je ne veux pas faire de morale justement, mais l'état de droit déconne. Je pense même, vous savez, que l'état de droit hier, quelque part, s'est un petit peu suicidé. On ne peut pas se suicider un petit peu, j'admets que la formule est un peu hardie, mais en tout cas, c'est quelque chose comme une balle dans le pied qu'à force de bonne conscience et de moraline, ils se sont tirés hier une balle dans le pied. Je ne sais pas s'il y aura une balle demain dans l'autre pied, on va voir, mais je pense que là, quand même, il y a une première balle dans le pied, une première balle sévère. Jérôme Sainte-Marie. Alors moi, je vais céder peut-être davantage à mon pessimisme naturel, mais vous savez, quand on atteint un certain degré comment dirais-je, d'indignation, ça ne provoque pas toujours de la colère en réalité. Ça peut provoquer au contraire une logique de sortie du jeu, une logique de résignation, l'écœurement à un certain degré. D'ailleurs, c'est logique, quand vous protestez contre le système, à un moment donné, vous dites que finalement, la seule façon de faire, c'est de sortir du système individuellement. Moi, j'ai très peur que se développe une forme de survivalisme politique dans ce pays, notamment dans les catégories populaires, disant, au fond, À quoi ça sert de voter? On ne peut rien faire. C'est un peu ce que l'on a pouvait constater après les Gilets jaunes, en disant, voilà, le système est trop fort, il a l'impunité pour nous éborgner, pour nous arrêter. Bon, je crois que Régis de Castelnau a écrit quelques petites choses là-dessus. Et là, on est à 37% dans les sondages, parce que c'est la candidate des catégories populaires qu'on essaye d'empêcher. Eh bien, tant pis. Eh bien, tant pis. On a encore une population, des catégories populaires mobilisées, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis. Elle peut très bien se démobiliser. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on essaye de trouver des formes de mobilisation. C'est pour ça qu'il y a des appels à manifester très clairement qui sont en train d'être lancés ce matin pour le week-end prochain. Mais c'est vraiment compliqué, d'autant plus que je partage également une analyse de classe de la vie politique avec Régis de Castelnau. C'est pour ça d'ailleurs que ces catégories-là sont aussi, comment dirais-je, regardées de manière un peu goguenarde, une nouvelle fois, par les autres classes sociales ce matin. Oui. Les mots de la fin pour Régis de Castelnau. Bon, moi, je vais être encore plus pessimiste que Jérôme Sainte-Marie. Ouais. Pour une fois. Alors, sur cette question de la justice politique, effectivement, ça fait quelques années que je rame, ayant constaté cette dérive, ayant constaté cette installation de la justice judiciaire que j'ai pratiquée à titre professionnel pendant 50 ans, dans cette place, effectivement, de domination, de domination politique. Oui, je crains la résignation. D'abord, sur le plan de la réaction politique permettant de réassainir, de restaurer la démocratie pour le scrutin de 2027, je ne vois pas trop quelle solution. Il y en aurait une, c'est-à-dire que la Cour d'appel se réunirait rapidement, en tout cas avant le mois de septembre 2026, parce que c'est là où la campagne électorale pour 2027 va commencer, techniquement, s'entend, et prennent une décision qui revienne non seulement sur l'exécution provisoire, mais également sur le principe même de l'inéligibilité. Donc, parce que ça serait cette peine complémentaire, parce que ce serait là aussi je veux dire, de faire peser sur le processus électoral lui-même quelque chose d'assez lourd. Alors, je ne vois pas comment ce serait possible d'arriver à obtenir des magistrats de la Cour d'appel de Paris qu'ils se comportent en démocrates. Oui. Je n'y crois pas. Alors, il y a une autre solution qui a été mise en avant par hier. Non, qui a été mise en avant hier par Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, qui dit très souvent n'importe quoi, qui est un provocateur, et qui dit, écoutez, voilà, Marine Le Pen c'est vraiment une situation difficile. Peut-être que la seule solution, ce sera de faire comme en 1815, que le 31 mars 1815, les Cosaques arrivent à Paris. Bon, c'est effectivement une provocation. La situation en Europe aujourd'hui
dans tous ses aspects, y compris le bellicisme, y compris la façon dont l'Union européenne fonctionne, la tentative au travers de cette instrumentalisation d'un soi-disant risque de guerre pour essayer de mettre en place un système fédéral, l'impunité totale de la patronne de l'UE actuelle, qui est Ursula von der Leyen, dont chacun sait qu'elle est corrompue jusqu'à l'os, et il ne se passe rien. Ouais. Donc la Roumanie, où ils ont réussi leur coup et que l'élection présidentielle se déroulera sans le candidat qui avait fait quelques 20 et quelques % seulement, mais tout ça est également verrouillé. Rappelez-vous qu'il y a eu le discours de J.D. Vance à Munich qui a dit le problème, c'est pas la Chine et la Russie, le problème, c'est vous. Hein, on ne reconnaît plus nos valeurs, ce qui s'est passé en Roumanie. Et ce qui s'est produit hier, si son discours avait eu lieu après, il l'aurait probablement cité, parce que les réactions aux États-Unis sont un peu sidérées. Non, je crois que malheureusement, le processus de décomposition de l'ensemble de ce système, en France mais aussi en Europe, est en cours et que je ne vois pas comment on va échapper à cette décomposition. Espérons qu'elle prenne des formes qui ne soient pas tragiques. Merci beaucoup Régis de Castelnau, merci beaucoup Guilain Benessa, merci encore Jérôme Sainte-Marie et merci à Bruno Gollnisch qui est intervenu tout à l'heure. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.